Il y a le Paris que le monde nous envie, avec ses avenues et ses monuments exceptionnels. Mais il existe une face sombre de la ville lumière, un monde étrange et dangereux dont l'accès est très réglementé ou strictement interdit au public. Les souterrains de Paris. C'est l'endroit mystérieux, c'est l'endroit que la ville ne veut pas voir, c'est l'endroit, le monde souterrain, un monde étrange. Et si nous plongions dans les entrailles de la capitale, à la découverte de ces incroyables mégastructures souterraines? Grâce à des autorisations exceptionnelles et aux images de synthèse, nous percerons le mystère de l'Opéra Garnier, qui cache dans ses sous-sols un étrange lac artificiel à l'origine de la légende du fantôme de l'opéra, révélé par Hollywood. Nous dévoilerons l'énigme des catacombes, la plus grande nécropole du monde, avec ses millions de crânes et de squelettes, et sa macabre mise en scène. C'est un grand mélange de Parisiens. Le fémur de X va côtoyer le crâne de Y et le tibia de Z. Nous pénétrerons dans les égouts de la ville, longs de plus de 2400 km. S'ils n'avaient pas vu le jour, Paris serait une décharge à ciel ouvert avec son lot de cadavres. On va rencontrer des vapeurs extrêmement dangereuses qui peuvent provoquer l'asphyxie, qui peuvent provoquer la mort. Nous descendrons dans les carrières de Paris, un dédale de galeries souterraines de 300 km de long, longtemps théâtre des trafics. Depuis des siècles, elle menace de s'effondrer et d'engloutir avec elle des quartiers entiers de Paris. Il fallait domestiquer la bête féroce. La bête féroce, ce sont les carrières. Voici l'épopée du Paris interdit et de ses fascinants souterrains. L'Opéra Garnier, l'un des plus incroyables monuments de la capitale. Son faste l'a rendu mythique à travers le monde. À moins que ce ne soit sa légende, dont Hollywood a fait un chef-d'œuvre. Celle d'un fantôme maléfique qui vit dans ses sous-sols depuis le 19e siècle, au beau milieu d'un lac. Amoureux fou d'une cantatrice à la voix d'or, ce spectre serait devenu criminel parce qu'elle ne l'aimait pas. Plusieurs faits réels étranges alimentent cette légende. En 1896, une danseuse chute d'une galerie de la marche numéro 13 avant de mourir. À quelques mois d'intervalle, dans la salle de spectacle, le grand lustre se décroche et s'écrase sur le spectateur de la place numéro 13. Mort sur le coup. Sous la grande scène, les sous-sols de Garnier, d'où le fantôme piloterait ses actions macabres. Personne n'a jamais croisé son spectre. Mais la légende s'avère en partie vraie. Dans la salle qui abrite la machinerie de Garnier, une trappe. Reçu. Totalement interdite, sauf aux sapeurs-pompiers de Paris qui l'utilisent pour leurs exercices de plongée. La trappe mène à une cuve gigantesque soutenue par des piliers. Une hyperstructure souterraine contenant plus de 6000 mètres cubes d'eau. Mais à quoi sert ce lac artificiel? Que fait-il sous l'Opéra Garnier? Pour le savoir, il faut remonter au 19e siècle avant sa construction. Nous sommes le 14 janvier 1858. Ce soir-là, l'empereur Napoléon III, accompagné de son épouse, se rend à l'Opéra Le Pelletier dans le faubourg Saint-Denis.
le cortège impérial s'engouffre dans le dédale des étroites rues parisiennes. Profitant de leur exiguïté, les anarchistes italiens mêlés à la foule jettent plusieurs machines infernales dans le cortège. Le couple impérial est miraculeusement épargné. Mais les explosions provoquent la mort de 8 personnes et en blessent 142 autres. Alors évidemment, grande émotion. Napoléon III manifeste son flegme et son sang-froid en allant quand même à la représentation tout en donnant des ordres pour qu'on s'occupe des blessés. Et la chance fait qu'on arrête très vite l'organisateur de l'attentat, qui est un Italien qui s'appelle Orsini. Le responsable, hors d'état de nuire, Napoléon III n'est pourtant pas rassuré. Un tel attentat pourrait se reproduire à nouveau. Car le chemin qui relie le Louvre, où réside l'empereur, à l'opéra Le Pelletier, regorge d'endroits propices aux embuscades. Au lieu de devoir cheminer dans des petites rues jusqu'à la rue Le Pelletier pour arriver à l'opéra ancien tel qu'il existait, c'était évident pour Napoléon III qu'il fallait un nouvel opéra. Un nouvel opéra à bâtir dans la capitale. Un marché qui aiguise les appétits. Car un concours sera organisé et devra départager le meilleur projet. Contre toute attente, le 30 mai 1861, le jury choisit le projet d'un illustre inconnu, Charles Garnier. C'est la démesure qui a convaincu. Avec 172 mètres de long, 101 mètres de large, 2156 places, son opéra est un véritable colosse. Il y a chez Garnier le désir de plaire à Napoléon III par le gigantisme. Dire voilà, on va faire à Paris le plus grand opéra du monde actuel. Ça plaît. Mais avec un tel projet, le jeune outsider sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Il l'ignore encore, mais pour gagner son pari, il va devoir maîtriser les éléments et créer une incroyable structure souterraine sous la grande scène de son opéra. Le lieu du nouvel édifice est vite choisi par l'empereur. Proche du palais des Tuileries, mais il va poser un problème de taille à l'architecte. Il y a là d'immenses marécages sur la rive droite. C'est une région qui n'a été lotie et urbanisée qu'à partir de l'époque de Henri IV. Et donc, il y avait évidemment forcément de l'eau sous l'emplacement qui avait été choisi pour la construction de l'opéra. Les nappes phréatiques pourraient bien contraindre Garnier à renoncer à sa pièce maîtresse. Cette gigantesque scène, capable d'offrir les spectacles les plus grandioses jamais joués à Paris. Car pour répondre aux besoins de la mise en scène, Garnier a vu les choses en grand. Au 5e dessous, la salle des Cabestans abritera les imposants mécanismes nécessaires pour actionner les décors. Les décors qui vont devoir être conçus pour le Palais Garnier sont beaucoup plus grands que les décors qui ont été conçus pour la salle Le Pelletier. Évidemment, comme ces décors sont très grands sur la scène, ils ont besoin aussi d'espaces de dégagement beaucoup plus grands. Et ce qui est assez impressionnant, c'est l'espace qui est prévu par Garnier en dessous de sa scène pour faire descendre ses toiles peintes. Un espace immense, d'une hauteur de 27 mètres, et qu'il faudra enfouir sous terre. Il va falloir creuser profondément dans le sol. Une entreprise qu'on lui promet vouée à l'échec. Mais l'architecte ne peut se résoudre à revoir ses prétentions à la baisse. En 1861, Charles Garnier lance les travaux. Mais lors des fouilles, destinées à la réalisation des massifs de fondation, le niveau de la nappe phréatique est rapidement atteint. L'eau
envahit tout le chantier, anéantissant des semaines de labeur. Le trou des fondations se remplit d'eau. Comme on est dans des terrains qui sont des terrains marécageux, vous creusez et puis l'eau ne vous demande pas la permission de venir ou pas de venir. Évidemment, elle s'infiltre, elle vient. Ces infiltrations dans les sous-sols du futur opéra sont catastrophiques. C'est toute la structure qui pourrait être dangereusement fragilisée et tout pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Pour sauver son œuvre, Charles Garnier tente le tout pour le tout. Il fait installer aux abords du chantier 4 puissantes machines à vapeur. Durant 9 mois, ces équipes se relaient jour et nuit pour pomper l'eau hors des fondations. En vain. Mais dès les premières pluies, l'eau revient, le niveau d'eau remonte et c'est quelque chose qui est sans fin. Et donc il se dit comment je vais faire alors que l'eau revient sans cesse pour construire tout de même. Parce que si je construis mes fondations dans un sol qui est humide, je ne vais jamais réussir à avoir un bâtiment qui va être sain. Impossible de venir à bout de la nappe phréatique. L'architecte est au plus bas. La construction de l'opéra semble impossible. Des nuits durant, Charles Garnier ne dort plus. Mais un jour, tout bascule. Après avoir dépensé beaucoup d'énergie, perdu beaucoup de temps et dépensé pas mal d'argent, il finit par renoncer et accepte la présence de l'eau. L'idée de génie de Charles Garnier, puisqu'il lui est impossible de faire disparaître l'eau, l'a dompté. Mais comment ? En créant une autre superstructure, celle-là souterraine. Une cuve de 6000 mètres cubes sous la gigantesque scène de son opéra et soutenue par des piliers. Grâce au poids de l'eau présente dans l'immense bassin, la nappe phréatique est contenue dans le sous-sol et ne remonte plus. Un principe physique et des fondations uniques en leur genre. Garnier est d'une jeune génération qui a grandi dans une atmosphère de développement technique et économique français foudroyant. Donc faire quelque chose qui va montrer que le progrès est quelque chose qui est continu, qui ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui tient à la philosophie de Garnier. Ainsi, après être passé à 2 doigts du cataclysme, Garnier a réussi là une véritable prouesse. En élaborant cette gigantesque cuve, il va construire son colosse sur l'un des sols les plus marécageux de Paris. Depuis, jamais l'édifice n'a rencontré de faiblesse. Et Charles Garnier a également créé un mythe, celui d'un opéra construit sur un lac hanté. L'Opéra de Paris n'est pas le seul à cacher un incroyable souterrain. Sous l'actuelle place d'Enfer Rochereau, un lieu fascinant et effrayant. À 20 mètres sous terre, sur 1,7 km, la plus grande nécropole du monde. Les catacombes. Logées dans les carrières de Paris, des milliers de crânes et de fémurs scrupuleusement ordonnés dans une étrange mise en scène. Plus de 2 millions de cadavres. Mais que font ces dépouilles sous les pavés de Paris? Qui a décidé de les enterrer là? Comment est né cet effrayant royaume des morts? Février 1780, quartier des Halles. En cette journée d'hiver, il flotte dans l'air une puissante odeur de charogne, dont le voisinage a fait son affaire. Car ce faubourg abrite l'un des plus anciens cimetières parisiens, le cimetière des Innocents. Des fosses communes dans un terrain en friche, pour les nobles comme pour les pauvres. Au XVIIIe siècle, le cimetière est dans un état d'insalubrité absolument indescriptible. Le cimetière des Saints Innocents,
servaient à l'inhumation des morts de 22 paroisses parisiennes. Des fosses qui ne tardent pas à déborder littéralement. Les cadavres sont dévorés par les cochons et les chiens errants. Et de curieux phénomènes sont signalés dans les caves environnantes. Les gaz provenant de la décomposition des cadavres sont si importants qu'ils filtrent à travers les murs et éteignent les chandelles de suif. Dans la rue de la Lingerie, une odeur terrible provenant d'une échoppe intrigue le voisinage. Alors, c'est le quartier des Halles au XVIIIe siècle, hein. C'est pas très propre. Pour que des gens du quartier des Halles trouvent que ça sentait pas bon, c'est que vraiment l'odeur devait être assez extraordinaire. Et là, devant les yeux médusés de tout le monde, spectacle d'horreur, le mur du fond de la cave a cédé et les cadavres en décomposition étaient en train de glisser dans la cave. La cave d'un commerçant qui a pignon sur rue, envahi par des dépouilles. Le choc est brutal. On craint les épidémies. Une pétition est adressée à Jean-Charles-Pierre Lenoir, lieutenant général de police. Dans l'urgence, il impose que les murs des caves soient enduits de chaux et avertit Louis XVI de l'urgence de la situation. Mesure de salubrité publique, c'est l'ordre du roi, tout simplement, on décide de fermer. Mais la question qui se posait immédiatement, mais où va-t-on mettre ces ossements ? Que faire de plus de 500 000 cadavres ? Le roi Louis XVI presse le préfet de police de trouver une solution. Le seul endroit qui peut accueillir autant de dépouilles, les anciennes carrières de la plaine de Montrouge, à 20 mètres sous terre. Reste maintenant à transférer les centaines de milliers d'ossements. Jamais dans l'histoire, une opération d'une telle envergure n'avait été envisagée. Le 7 avril 1786, à la nuit tombante, les premiers transports quittent le cimetière des Innocents, 6 ans après sa fermeture. Des convois d'ossements quittaient le quartier des Halles et traversaient l'île de la Cité pour monter sur la montagne Sainte-Geneviève et gagner la campagne. Oui, mais il fallait traverser Paris. On craignait que les habitants de Paris se mettent « mais qu'est-ce qu'on fait de nos morts ?» Pour éviter le scandale, des prêtres et des enfants de chœur se joignent au cortège, chantant tout du long l'hymne des morts. Ainsi, durant 15 mois, des centaines de milliers de corps traversent la capitale jusqu'à leur dernière demeure, les anciennes carrières. C'est par cet endroit que sont tombés des millions d'ossements. Des ossements qui faisaient quand même une chute de 20 mètres, ce qui n'est pas rien, avec un bruit très particulier. Dans l'ombre des galeries, les ossements, jetés à même le sol, s'entassent sur des centaines de mètres. Riches, pauvres, jeunes, vieux, célébrités ou inconnus, tous logés à la même enseigne. Les ossements se mélangent, donc c'est un grand mélange de Parisiens. Le fémur de X va côtoyer le crâne de Y et le tibia de Z. Alors on a des écrivains comme Charles Perrault, on a des personnages révolutionnaires comme Robespierre. Donc tous ces noms sont des personnalités qui hantent le lieu mais qu'on ne saurait identifier. Le puits refermé, interdite d'accès au public, les catacombes glissent alors quelques années dans l'oubli. En 1804, le pouvoir est entre les mains d'un général des armées, Napoléon Bonaparte. Couronné empereur, il ordonne que l'on remette de l'ordre dans sa capitale. De l'Arc de Triomphe au canal de l'Ourcq, tout ne doit être que splendeur. Une tâche qui incombe aussi à l'inspecteur général des carrières, Éricard de Thury. Celui-ci est chargé de valoriser le gigantesque ossuaire créé il y a plus de 20 ans.
Quand Héricard de Thury hérite des catacombes, en fait, il n'y a aucun aménagement. C'est vraiment un lieu de stockage des ossuaires. Donc, il est face à un amoncellement d'ossements qui sont très vaguement localisés par provenance de cimetières, mais il n'y a pas d'installation qui est faite par ses prédécesseurs. Fortement influencé par la littérature gothique anglaise, qui donnera naissance au célèbre Frankenstein, l'inspecteur des carrières tombe aussitôt amoureux des catacombes. Persuadé que ce lieu doit être rendu au public, il met en place un projet inédit dans l'histoire de l'humanité. Le premier musée dédié à la mort, fait des ossements de millions de Parisiens. La technique de montage qu'a choisi Héricard de Thury, c'est vraiment la technique d'une part des carriers, c'est-à-dire on fait une façade qui est faite avec les os les plus solides, c'est-à-dire les fémurs et les crânes. Et derrière, on va mettre le vrac, c'est tous les ossements qui ont été fragmentés par la chute de 20 mètres qu'ils ont subi au moment du transfert d'ossements dans le sous-sol. Les travaux durent des mois. 1,7 km de galeries sont aménagées sur 11 000 mètres carrés. La plus grande nécropole du monde est née, et elle est artistique. Conscient du potentiel de son œuvre, Héricard de Thury ne veut rien laisser au hasard. Pour marquer les esprits, il soigne le moindre détail. Gravure, autels, mise en scène macabre. Tout est fait pour impressionner le public. Il veut en faire un lieu où on ressent de l'effroi, de la fascination, de la peur, du respect. Donc il veut créer un lieu insolite, unique en Europe, qu'il faut avoir visité en venant à Paris. C'est un lieu incontournable, un peu dans la visite du touriste du 19e siècle. Le 1er juillet 1809, les catacombes ouvrent au public et deviennent un lieu mythique de la capitale. L'empereur d'Autriche, Oscar II de Suède et Napoléon lui-même descendront dans l'ossuaire labyrinthique. Les sous-sols de Paris recèlent bien des mystères. Il existe dans les souterrains de la capitale un réseau gigantesque. Les égouts. Une hyperstructure souterraine que seuls les égoutiers ont le droit de parcourir. Il y a 2400 km d'égouts sous Paris, il y en a un sous chaque rue, et on a tendance à dire qu'on se promène dans les intestins de la ville. Les égouts de Paris s'étendent sur une distance phénoménale. Les galeries se croisent et s'entrecroisent. Un parcours sous haute tension. À chaque interception, on retrouve le nom des rues sous lesquelles sont situés nos ouvrages. Ça, c'est le seul repère que nous ayons pour nous orienter. Si nous n'avons pas ces plaques, vous faites 2 km en égout, vous avez tourné 3 ou 4 fois et vous êtes perdu. Créer un boyau sous chaque rue de la capitale. Un défi technique exceptionnel. Une véritable prouesse qui date du 19e siècle. À l'époque, l'enjeu était de taille. Il fallait sauver Paris d'épidémies ravageuses. Sauver Paris de la mort. Au lendemain de la Révolution, la capitale offre une image très différente de celle que nous lui connaissons aujourd'hui. La ville est un dédale de ruelles sombres et étroites, dont certaines ne dépassent pas les 2 mètres de large. En leur centre s'écoule un petit ruisseau. Des égouts à ciel ouvert. Paris sent très mauvais et l'état d'insalubrité de Paris est extrêmement décrié.
on vous parle de la crotte de Paris. Alors la crotte de Paris, qu'est-ce que c'est? Il y a tous les produits des pots de chambre qu'on jette par la fenêtre, il y a les cadavres d'animaux, il y a les restes des cuisines. Sous terre, seuls quelques kilomètres d'égouts ont été construits. De base carrée et d'une pente trop faible, l'eau s'y écoule difficilement et finit par y stagner. Encombrés de matières en décomposition, ils sont laissés à l'abandon depuis des décennies. On va rencontrer ce que l'on appelle des exhalaisons, c'est-à-dire des vapeurs méphitiques extrêmement dangereuses qui peuvent provoquer l'asphyxie, qui peuvent provoquer la mort. Les égouts sont aussi mal conçus et défaillants. À la moindre pluie, ils débordent. La totalité des eaux usées se déverse alors dans la Seine, sans aucun filtrage. Au cœur même de la capitale, le fleuve prend alors l'allure d'un indescriptible bourbier. Il y a le cycle infernal où toutes les déjections, toutes les saloperies s'en vont dans la Seine, qui est le véritable égout principal de Paris. Pourtant, les Parisiens boivent l'eau de la Seine. Cela a des conséquences dramatiques. Paris est sans arrêt frappé par des épidémies de choléra. L'une d'entre elles va décimer des milliers de Parisiens en 1832. Si l'infection semble se propager plus rapidement dans les quartiers populaires, la maladie frappe indifféremment riches et pauvres. En quelques mois, l'épidémie fait des ravages. On dénombre 18 500 victimes. Dans la capitale, le nombre de morts dépasse désormais celui des naissances. Ville insalubre et polluée, devenue poison pour ses propres habitants. À petit feu, Paris est en train de mourir. Au même moment, à 1000 lieues de la capitale française, Londres rayonne. Avec son réseau d'égouts performant, elle fait figure d'exemple. Dans ses pubs, on rit volontiers des déboires de Paris, l'éternel rival. Pourtant, c'est justement ici que le salut de la ville des Lumières va se jouer. Car depuis quelques années, un Français y vit en exil. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du célèbre empereur Napoléon Ier. Comme Napoléon III, qui n'était pas encore Napoléon III à l'époque, n'a jamais douté de sa bonne étoile. Il était persuadé qu'il deviendrait un jour empereur des Français. Eh bien, dans ses loisirs, dans son appartement londonien, il dessinait sur un plan de Paris les futures transformations qu'il allait faire à Paris pour que la capitale de la France soit l'égale de la capitale de l'Angleterre. Faire de Paris une ville modèle, qui rayonne aux quatre coins du monde. C'est bel et bien le souhait de Napoléon III lorsqu'il devient empereur. En nommant le baron Haussmann, préfet de Paris, il fait le choix de raser, désenclaver la ville. Il ne sait pas encore qu'ensemble, ils vont créer la plus grande construction souterraine de leur temps, les futurs égouts de la ville. En 1852, le baron Haussmann se met en quête d'un projet novateur. Mais aucune des idées qu'on lui propose ne trouve grâce à ses yeux. Car toutes ont un point en commun, pomper l'eau directement dans la Seine. Haussmann est quelqu'un qui aime l'eau. C'est même quelqu'un d'un peu scandaleux, figurez-vous, qui prend 2 bains par jour. Et donc il est absolument contre le consensus qu'il y a, qui est le consensus qui illustre les médecins, qui disent « Ah ben non, l'eau de la Seine, c'est la meilleure ». Pour exécuter son plan, le baron Haussmann choisit alors l'un de ses rares alliés, Eugène Belgrand, polytechnicien et ingénieur de l'école des ponts et chaussées, également convaincu de la piètre qualité de l'eau parisienne. L'ingénieur devra imaginer un réseau moderne et efficace pour sortir Paris de ses miasmes. Un réseau qui convoiera l'eau potable en même temps qu'il expulsera les eaux souillées. Eugène Belgrand se met au travail.
Il lui vient alors une idée simple, mais inédite et économique, issue de son observation de la nature. Il fallait que tout puisse se faire par gravité. Des petites galeries dans les hauteurs seront connectées à de grands boyaux qui rejoindront d'immenses collecteurs. Le tout formera un réseau fonctionnant sans énergie en utilisant le principe de la gravité. Personne n'y avait encore pensé. Première étape du plan Belgrand, trouver une eau pure à proximité de la capitale. Le choix de l'ingénieur se porte sur un petit cours d'eau, la Somme-Soude. Mais Belgrand, piètre négociateur, a oublié qu'on ne s'accapare pas si facilement une si précieuse ressource. Il va y avoir de très nombreuses oppositions dans les territoires au sein desquels on va aller chercher les eaux. Et il est vrai que le premier projet de dérivation conduit par Belgrand a fait l'objet d'une telle opposition que Napoléon III a ordonné à Haussmann et Belgrand d'abandonner ce projet. Belgrand propose alors à Haussmann une autre source d'approvisionnement située au sud de Paris. La Vanne. Une rivière dont la source est à 120 km de la capitale. Cette fois, pour faire taire toute opposition, le baron met en place un plan de dédommagement des populations locales. C'est donc l'eau de la Vanne qui alimentera Paris. Elle sera transportée grâce à l'aqueduc d'Arcueil, puis stockée dans un réservoir situé sur la butte de Montsouris. Une gigantesque réserve d'eau de 300 000 m3 pensée par Eugène Belgrand. Deuxième étape du plan Belgrand, créer un réseau souterrain qui alimentera tous les Parisiens. Mais comment le construire ? Comment ne pas répéter les erreurs du passé ? Pour trouver des réponses à ces questions, l'ingénieur dépêche des émissaires dans l'Europe entière. Ils vont à Londres, ils vont à Berlin, ils vont à Milan, parce qu'à Milan, il y a un système d'égout qui est jugé très, très performant. Et donc, ils en reviennent, alors parfois avec un regard très critique, mais ils en reviennent aussi avec beaucoup d'idées. Et une fois de plus, c'est de la capitale britannique d'où viendra l'inspiration. Sous la forme d'un œuf. Les égouts britanniques, ovoïdes, permettent une meilleure répartition des charges et donc une meilleure résistance au poids des terres. Au fond de l'égout, une cuvette arrondie favorise un meilleur écoulement des eaux. Si du modèle anglais, l'ingénieur reprend la forme, il va cependant en changer un aspect essentiel, la taille. Les sections les plus petites du réseau parisien feront 1,80 m de hauteur au minimum, permettant le passage d'un homme. Le réseau sera le seul au monde entièrement visitable et dont l'entretien se fera de l'intérieur. L'idée de pouvoir faire tout par en dessous, c'était une idée géniale en fait. Quand les canalisations sont enterrées, on met beaucoup plus de temps à repérer ce genre d'incident. Nous, en égout, c'est très pratique de contrôler l'état de ces canalisations et de réparer par la suite. Certain d'avoir trouvé la forme parfaite, Belgrand dessine le tracé du nouveau réseau. Son ambition est sans limite, car chaque rue de la capitale aura droit à son égout. Ce que Belgrand appelle la canalisation souterraine de Paris est un chantier qu'on peut qualifier de colossal. Tous ces travaux qui vont conduire à réaliser des tranchées en pleine rue pour implanter des égouts, bien entendu, doivent se faire en même temps que la ville peut poursuivre ses activités diverses et variées. Heureusement, Eugène Belgrand profite d'un contexte favorable. L'énorme chantier d'Haussmann. Dans son sillage, il creuse des centaines de kilomètres de galeries. Et en quelques années seulement, Paris commence à avoir un visage plus humain. La Seine n'est plus l'immonde dépotoir qu'elle était. Et en surface, la ville est en partie assainie. Et pourtant, un simple grain de sable pourrait enrayer toute la machine et ruiner tous leurs efforts.
car l'eau qui ruisselle dans les égouts ne suffit pas à évacuer tous les déchets. Peu à peu, les galeries s'ensablent. Et la taille du réseau rend le nettoyage manuel impossible. Alors pour curer les égouts, Belgrand va avoir une idée insolite. En pleine nuit, un bateau de 5 mètres de long, dessiné 150 ans plus tôt par Eugène Belgrand, est remis à l'eau dans les égouts. Un bateau dont la fonction n'est pas de naviguer sur les eaux usées de la capitale, mais de désensabler des égouts où s'accumulent débris, ordures, graisse et gravats de toutes sortes. À l'avant du bateau, un ingénieux système de clayettes crée un barrage sous lequel l'eau s'échappe à haute pression. La pression de l'eau pousse le sable et il le fait avancer jusqu'à un bassin. Et au fur et à mesure que le sable s'en va devant, on lâche le bateau, on fait avancer de quelques mètres au fur et à mesure. C'est ainsi une dune mouvante de 200 tonnes qui avance dans l'égout, à raison de 50 mètres par jour. Sans ce bateau, des centaines d'hommes seraient nécessaires pour en venir à bout. Un système incroyable, qui n'utilise pour seule énergie que la force de l'eau. C'était un très très brillant scientifique. Et je crois que les qualités de scientifique de Belgrand ont été absolument fondamentales. Sinon, qui sait, on boirait peut-être encore de l'eau de la Seine. Le bateau-vanne, les égouts. Sous la direction de Belgrand, d'incroyables structures souterraines ont été construites. Près de 600 km de galeries pour convoyer les eaux usées. Les Parisiens disposent enfin d'une eau de source réellement potable. Des exploits pour l'époque. Sous le pavé parisien, se trouve un réseau aussi étonnant que les égouts. Avec ses avenues, ses passages, ses cathédrales, les carrières de Paris. Un véritable labyrinthe souterrain creusé à même la roche. Ce monde, caché aux yeux de tous, seuls les membres de l'inspection générale des carrières, les gardiens de ce temple, ont le droit d'y pénétrer. Les carrières s'étendent sur un gigantesque territoire. Le plus grand, appelé Grand Réseau Sud, est situé sous les 5e, 6e, 14e et 15e arrondissements de Paris. Le second, plus petit, 25 km environ, dit le 13, s'étend sous le 13e arrondissement. Au nord de Paris, les anciennes carrières de gypse s'étendent de la butte Montmartre au butte Chaumont. Ce sont 280 à 300 km de galeries qui se répartissent sur 3 niveaux et jusqu'à 27 mètres de profondeur. Celui qui s'aventure dans cette Atlantide prend le risque d'y être enterré vivant, mais aussi de périr dans un éboulement catastrophique. Là, on voit très bien la galerie, donc vous voyez qu'elle est vraiment dans un état assez lamentable. Donc là, on est vraiment sur des endroits qui peuvent pas tenir éternellement, qui finiront par s'effondrer. Des effondrements qui peuvent atteindre la surface. Les conséquences sont alors dramatiques. Un immeuble haussmannien dans Paris de 6 étages qui fissurait, voire qui s'effondrerait, et qui provoque l'ensevelissement de personnes éventuellement, mais évidemment, ça pourrait être très dommageable. Les vides immenses, laissés par les carrières en profondeur, menacent Paris depuis des siècles. Pourtant, des hommes ont osé et osent encore les affronter pour sauver la capitale. Le récit des carrières de Paris démarre à la fin du XIIe siècle. Paris connaît un essor sans précédent sous l'impulsion de son roi, Philippe Auguste. Le monarque lance de gigantesques travaux. Sur l'île de la Cité, un chantier hors norme vient de voir le jour. La cathédrale Notre-Dame de Paris.
tous ces monuments ont été construits avec des matériaux sortis dans un cercle dont le rayon n'excède pas 5 km. Donc quelque chose de très proche de la capitale. Une pierre abondante, à portée de main et d'une qualité exceptionnelle, située dans les sous-sols parisiens. Durant des siècles, les carriers seront désormais des milliers à creuser avidement la roche, tendue vers un seul but, l'or blanc de la capitale. Les bancs de calcaire seront exploités sur des kilomètres et jusqu'à 6 mètres de hauteur. Les carriers laissent dans le sous-sol de gigantesques vides. Pour éviter que tout ne s'effondre, ils vont adopter une méthode, celle des piliers tournés. Ah, celui-là, bien carré, mais ils ont nettement tourné autour. Toute la pierre n'est pas exploitée, de manière à laisser en place cette masse de pierre. Ça forme un pilier naturel, façonné par l'homme, bien entendu. Et dès la fin du Moyen-Âge, c'était une obligation, la seule clause de sécurité qui existait. Conséquence, les carriers doivent renoncer à près de la moitié du gisement. Un énorme manque à gagner. Alors, par appât du gain, nombreux sont ceux qui vont s'affranchir des règles. La longueur d'un pilier devait correspondre à la longueur de la galerie qui est à côté. C'est pas tout à fait ce qu'on observe dans la réalité. Quand on regarde notre pilier ici et la galerie qui est là, on voit clairement, sans avoir besoin de mesurer, que la galerie est quand même plus large. Résultat, des piliers sous-dimensionnés et des carrières fragilisées. Une situation d'autant plus dangereuse qu'une fois le gisement épuisé, les carriers rebouchent le puits d'extraction et les carrières tombent alors dans l'oubli. Il n'en existe aucune carte, aucun registre. C'est l'endroit mystérieux, c'est l'endroit que la ville ne veut pas voir, c'est l'endroit, le monde souterrain, un monde étrange. Dans l'ombre, la menace des carrières grandit inexorablement. Une bombe à retardement. Au XVIIIe siècle, les carrières sont tombées dans l'oubli et la capitale compte désormais 500 000 habitants. Or, 20 mètres plus bas, leur état s'est considérablement dégradé. En 1774, un gouffre d'une profondeur de 25 mètres apparaît pour la première fois dans la capitale, sur le chemin royal qui mène à Orléans, au niveau de la rue Saint-Jacques. L'émotion gagne toute la population. Cet éboulement a atteint l'espace public, une voirie avec des gens qui circulent. Donc le retentissement était grand. D'autant plus grand qu'il était suivi d'autres événements du même genre, un peu partout. Et là, d'un seul coup, la question a été jugée suffisamment importante pour monter sur le bureau du roi de France. Le roi Louis XVI s'inquiète de voir sa capitale tomber en ruine. Le péril des carrières devient alors une affaire d'État. Sans attendre, Louis XVI charge le bureau des finances, responsable des chemins, de trouver une solution. Une commission est créée. Le 15 septembre 1776, on y place à sa tête un professeur de mathématiques, Antoine Dupont. Pour tenter de mettre un terme aux effondrements, il opte pour une solution simple. Construire des piliers de soutènement aux endroits où les ciels de carrière se fissurent. Mais l'homme, qui n'a aucune notion d'architecture, semble oublier un détail d'une importance capitale. On est sur un pilier qui a été édifié sous Dupont. Il va choisir de faire ses maçonneries en fonction de l'état de la carrière. Ça pouvait être ce genre de fissure qui faisait que Dupont posait une maçonnerie. Il n'avait pas compris que la charge des bâtiments de surface reposait aussi sur les carrières. Résultat,
des jardins sont solidement consolidés, tandis que les bâtiments restent dangereusement au-dessus de vastes vides. Pour être un peu méchant avec le Bureau général des finances, ils n'ont pas trouvé la bonne personne. En effet, les mois passent et la situation ne s'arrange pas. Un autre homme est alors chargé par Louis XVI d'expertiser les carrières. Charles-Axel Guillaumeau, du service des bâtiments royaux. Il y descend pour la première fois accompagné d'Antoine Dupont. Au moment où Dupont va descendre avec la commission des architectes des bâtiments du roi, en fait, il va mettre en avant le travail qu'il a fait. Il sent bien qu'on est au début de la création de l'inspection des carrières et il aimerait bien être à la tête de ce service. Pour Guillaumeau, l'incompétence d'Antoine Dupont ne fait aucun doute. Sans attendre, il informe sa hiérarchie de la situation. Son rapport est accablant. Dupont tient une école de mathématiques. Il n'a aucune notion de l'art de construire. Furieux, le roi Louis XVI écarte aussitôt le bureau des finances et Antoine Dupont. Il ordonne, le 21 mars 1777, la création de l'inspection générale des carrières et place à sa tête Charles-Axel Guillaumeau. Au printemps 1777, après avoir constitué une première équipe, Charles-Axel Guillaumeau s'enfonce dans les ténèbres du sous-sol parisien. Avec ses ouvriers, il parcourt le réseau des carrières. Effaré par le travail à accomplir. 800 hectares, soit 600 millions de mètres cubes de vide souterrain à consolider. Les zones qui étaient en grand danger de tomber, il les voyait. Et donc, on peut imaginer qu'ils ont eu vraiment conscience de prendre beaucoup de risques. Et qu'effectivement, ça ne devait pas être rassurant. De toutes les rues parisiennes, c'est la rue Saint-Jacques qui est la plus préoccupante. C'est l'une des plus commerçantes et des plus peuplées. Or, 25 mètres plus bas, Guillaumeau découvre avec effroi une carrière à double étage. Les piliers de l'étage supérieur menacent de faire céder le ciel de l'étage inférieur. C'est alors toute la carrière qui pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Au même moment, plus au sud, c'est l'aqueduc Médicis qui attire l'attention de l'architecte. L'ouvrage, stratégique, alimente en eau la noblesse et le clergé. Mais là aussi, malgré les interdictions, les carriers ont largement exploité la roche. Fragilisé, l'aqueduc s'est fissuré. Dans l'urgence, Guillaumeau part au plus pressé. Il faut agir là où les carrières sont les plus menaçantes. Il confie à son équipe le soin de construire les maçonneries de consolidation. Armés de pioches, les hommes s'attaquent aux carrières à la seule force de leurs bras. Guillaumeau est un dompteur dans la cage. Il fallait domestiquer la bête féroce. La bête féroce, ce sont les carrières. La bête est féroce. Dans cette aventure, Charles-Axel Guillaumeau perdra des dizaines d'hommes. Malgré cela, il ne renoncera jamais. Dans sa maison de la rue des Blancs-Manteaux, il va échafauder un plan d'une audace folle qui pourrait bien sauver Paris de la catastrophe. Voilà, donc là on est sur le premier pilier de confortation donc de Guillaumeau, donc le 1G 1777. Il va choisir de faire ses maçonneries par rapport au bâti ou par rapport à la charge qu'il y a en surface. Pour soutenir les rues et les façades des immeubles en surface, ce ne sont plus de simples piliers, mais des galeries entières que Guillaumeau trace sous l'intégralité des rues. Tout autour, les vides seront remblayés. C'est véritablement à ce moment-là qu'est né ce système extraordinaire qu'on a appelé la doublure de Paris, où on se différencie
de la géographie de la carrière, qui est celle des anciens carriers. On quitte cette géographie héritée des siècles anciens pour créer le double en profond du tracé des rues. L'architecte charge une équipe constituée de géomètres de tracer les plans des carrières, tandis qu'une autre, constituée de terrassiers, creuse des galeries de recherche dans la roche restée inexploitée. Au total, près de 100 km de galeries supplémentaires seront ainsi creusées sous les rues de la capitale. Peu à peu, le réseau devient unitaire. Guillaumeau et les autres n'avaient pas vu venir le truc tout de suite. En perçant des galeries sous les rues, ils ont mis du temps, quelques années, à se rendre compte qu'ils favorisaient d'excellents chemins de circulation pour rentrer en fraude des tas de bouteilles chargées de vin, chargées d'alcool. Épices, tabac, sel. Les carrières deviennent le théâtre d'un juteux trafic pour qui veut se soustraire à l'octroi. Une taxe imposée sur toutes les marchandises qui entrent dans la capitale. Une situation que Guillaumeau ne peut tolérer. Car un tiers du budget de l'Inspection générale des carrières est directement financé par cet impôt. Alors pour sauver son projet, l'architecte va se lancer dans une guerre contre les contrebandiers, en construisant un véritable mur d'enceinte dans le sous-sol. Donc là, en fait, on retrouve effectivement en creux, donc le pendant du trou qu'on a au-dessus. Donc on avait bien ici un pivot qui permettait de faire pivoter une lourde porte en bois sur cet axe. Malgré son acharnement, Guillaumeau ne viendra jamais à bout des contrebandiers qui utilisent son réseau souterrain. Si son action fut déterminante, l'architecte ne finira pas non plus l'œuvre de sa vie, la consolidation des carrières, à laquelle il se consacrera jusqu'à son dernier souffle, le 7 octobre 1807. Les égouts de Paris, les carrières, les catacombes, la cuve de l'Opéra Garnier. Ces structures souterraines sont peut-être les plus impressionnantes de la capitale. Façonnées à la seule force des bras, elles sont toutes l'œuvre de génie. En leur temps, elles ont sauvé Paris du marasme. Aujourd'hui, elles lui assurent toujours dans le plus grand secret un rayonnement absolu à travers le monde.